les orages. Un phénomène naturel d'une beauté fascinante, à condition de l'observer à bonne distance et au sol. Quand la colère du ciel se déchaîne, le risque est mortel pour les pilotes et les passagers des avions qui se laissent prendre au piège. En vol, un orage est toujours synonyme de danger. La première règle face à un orage, c'est de l'éviter, de le contourner. Les orages et leurs conséquences sont régulièrement à l'origine d'accidents et de catastrophes aériennes. La foudre qui frappe un avion n'est pas forcément le plus grand danger. Ce sont plutôt les turbulences, le givre ou la grêle. Aéroports paralysés, avions déroutés. Les orages coûtent des millions, surtout pendant les mois d'été. Il y a des retards, le personnel au sol doit faire des heures supplémentaires. Tout cela a un coût énorme. Avec l'augmentation du trafic aérien mondial, on constate aussi une hausse du nombre d'accidents dus à de mauvaises conditions météo. Si la science parvenait à mieux prévoir les phénomènes météo dangereux, prendre l'avion deviendrait encore plus sûr. Les orages sont un sujet d'étude passionnant qui occupe des chercheurs aux quatre coins du monde. Pourtant, ces derniers ne comprennent pas encore tous les processus qui en sont à l'origine. Il leur reste impossible de prévoir avec exactitude la conjonction de ces forces extrêmes. Alors comment savoir si à l'avenir, les orages deviendront plus forts ou plus fréquents, avec un impact plus marqué sur le climat et le transport aérien? Mieux comprendre les orages afin d'éviter au maximum leurs dangers. C'est l'objectif de nombreux chercheurs dont les découvertes pourraient s'avérer très utiles pour l'aviation. Le siège de la Lufthansa Cargo à Francfort. Les pilotes Tim Holderer et Friedemann Schaude préparent leur vol pour le Brésil. Après avoir décollé d'Allemagne, ils vont survoler l'Espagne et longer la côte ouest de l'Afrique avant de traverser l'Atlantique direction Sao Paulo. Une petite heure avant le départ, les pilotes reçoivent les toutes dernières prévisions météo pour les 6 heures à venir. La route qu'ils vont emprunter est connue pour être l'une des plus touchées par les orages. Or, les avions cargo sont particulièrement lourds et peuvent moins facilement contourner les zones à risque. C'est près de Dakar que cela devient crucial. On aborde la ZCIT, la zone de convergence intertropicale. Elle se situe un peu plus au nord ou au sud, selon la saison, et c'est là que les perturbations météo sont les plus fréquentes. C'est un bon indicateur pour savoir à quel niveau on risque de rencontrer de forts orages. Nous allons accompagner les pilotes sur ce vol Francfort-Sao Paulo avec escale à Dakar. Nous découvrirons comment ils affrontent les phénomènes météo dangereux tout au long des 11 000 km de vol et sur quelles informations ils se basent pour prendre leurs décisions. Rotate. 17h30. Notre appareil décolle de l'aéroport de Francfort par temps clair. Gear up. À 300 km de là, en bordure de l'aéroport de Brunswick. Dans ce hangar reposent des carcasses d'avions qui se sont écrasées sur le sol allemand. Les experts du BFU, le Bureau fédéral d'enquête sur les accidents aéronautiques, tentent ici de trouver les causes de chaque accident. Un travail de puzzle méticuleux et pénible qui dure souvent des mois, parmi de sinistres débris. Beaucoup d'accidents sont liés à des conditions météo difficiles. Comme le 10 juillet 2002,
où un front orageux très actif a été la source d'une enquête exhaustive. Ce jour-là, le vol régulier Bâle-Hambourg est assuré par un bimoteur à turbopropulseur. À son bord, 16 passagers et 4 membres d'équipage. Les investigations ultérieures ont montré qu'à 18 h, lors du décollage, le bulletin météo fourni aux pilotes n'était ni complet ni très actuel. Le jour même, et pour le 3e jour de suite en Allemagne, la tendance météo était à la formation d'orages très violents. Les enquêteurs du BFU ont retracé le trajet de l'aéronef Saab 2000 en partie grâce à la boîte noire. À cause d'un terrible orage, l'appareil doit renoncer à atterrir à Hambourg. Les pilotes cherchent alors des aéroports de dégagement. Les déroutements pour mauvaises conditions météo n'ont rien d'exceptionnel dans le transport aérien. En général, ils sont gérés sans problème par le contrôle aérien au sol. Si les cellules orageuses évoluent rapidement, un avion peut être contraint d'enchaîner plusieurs changements de direction. Les contrôleurs aériens sont alors très sollicités, car plus de 5000 appareils traversent chaque jour le ciel allemand. Ce jour-là, les pilotes du bimoteur suisse prennent une mauvaise décision. Alors qu'ils le survolent presque, ils ne songent pas à l'aéroport de Lübeck encore ouvert. À la place, et avec l'accord des contrôleurs aériens, ils mettent le cap vers Hanovre et Brême, les 2 aéroports choisis comme solution de secours avant le décollage, à partir du bulletin météo non actualisé. Mais le mauvais temps empire. Plusieurs cellules se sont regroupées pour former un vaste front orageux. Hanovre et Brême se trouvent à l'arrière de ce front. Il n'est plus question de les rejoindre. Le temps presse pour les pilotes, le carburant diminue dangereusement. Il ne reste qu'une seule solution, se poser à Berlin. Atterrir à Berlin était encore possible. Mais pendant ce détour, en un petit quart d'heure, les conditions météo se sont tellement dégradées que les 3 aéroports de Berlin, Tegel, Tempelhof et Schönefeld, ne pouvaient plus autoriser aucun atterrissage. Les multiples orages ont rendu la situation critique. La panne sèche menace, l'avion doit absolument atterrir. La dernière solution envisageable est un ancien aérodrome militaire soviétique à Werneuchen, près de Berlin. La piste d'atterrissage y est assez longue, mais il y a un problème. Les pilotes avaient l'aérodrome en visuel, mais ils ne le connaissaient pas puisqu'il était à usage restreint. Ils ont décidé d'y atterrir, mais ils ne pouvaient pas savoir qu'à 900 mètres de l'ancien seuil de la piste, un terre-plein avait été érigé. Un terre-plein conçu pour empêcher les courses automobiles sauvages. Mais la sécurité aérienne n'en avait pas été informée. Elle croyait la piste en parfait état. Lorsque l'avion se pose en urgence, son train d'atterrissage est entièrement arraché. La carlingue glisse sur 400 mètres avant de s'immobiliser enfin. Les passagers ont une chance inouïe, il n'y a qu'un blessé. Le bimoteur, lui, est bon pour la casse. Des informations météo plus précises et plus récentes en cours de vol auraient pu aider les pilotes à mieux évaluer la situation. Dans leur rapport final, les enquêteurs ont noté que la principale cause systémique de l'accident était un manque d'informations sur les conditions météo et leur évolution. À ce jour, rien n'a été fait pour combler ce manque. Depuis cet accident, il y a 10 ans, la procédure qui informe les pilotes des prévisions météo n'a pas été revue.
Pourtant, cela fait longtemps que les scientifiques étudient et testent des possibilités concrètes d'amélioration. Au DLR, le centre allemand pour l'aéronautique et l'aérospatiale, près de Munich, tout un service travaille sur des méthodes de prévision des intempéries à destination du transport aérien. Caroline Forster et Arnold Taferner sont spécialistes de la formation et de l'évolution des orages. Aujourd'hui, même si les pilotes reçoivent des informations météo, elles nous semblent très insuffisantes. En particulier pour les orages, puisque ce sont des phénomènes qui peuvent naître en l'espace d'un quart d'heure. L'information n'est donc pas encore disponible au moment du décollage, et les pilotes n'ont qu'une idée imprécise de la situation. Ils savent qu'il y a un risque d'orage, qu'ils en rencontreront peut-être en vol, mais la position exacte de ces phénomènes et leur trajectoire, ils les ignorent lorsqu'ils décollent. Les deux météorologues développent un nouveau programme de prévision immédiate des orages. Une méthode qu'ils ont baptisée fusion météo, parce qu'elle combine différentes techniques de prévision. Ils utilisent en premier lieu les données météo des satellites à haute altitude, qui permettent de connaître la taille et la structure des nuages. À cela s'ajoutent différentes données collectées par des radars au sol sur l'intensité des précipitations et le taux d'humidité dans les nuages. Toutes ces informations sont croisées et analysées. Résultat, ils peuvent prévoir la direction d'un orage jusqu'à 1 heure à l'avance. Ces contours noirs délimitent les secteurs avec de fortes précipitations. On dispose d'images radars successives qu'on peut extrapoler dans le futur pour pouvoir en tirer des prévisions allant jusqu'à 60 minutes. Cela donne ce contour dessiné ici. Sur la carte, voilà l'aéroport de Munich. Là, le lac de Starnberg et le lac d'Ammer, non loin de la ville de Munich. Dans le cas présent, on prévoit que la cellule orageuse va toucher l'aéroport de Munich 1 heure plus tard. Et si on regarde l'image prise 1 heure plus tard, on voit que l'orage a effectivement touché l'aéroport. Leur mission est aussi d'estimer la puissance d'un orage grâce à cette étrange antenne. Elle fait partie d'un réseau européen de capteurs mesurant le rayonnement électromagnétique de la foudre. Un calculateur central synchronise les données de tous les récepteurs pour calculer la position, l'instant et l'altitude de l'éclair. On peut ainsi déterminer si l'orage annoncé est encore très actif ou s'il commence à se dissiper. Des prévisions très complexes, rendues possibles par les avancées récentes en matière de performance et de mémoire des ordinateurs. Aujourd'hui, on reçoit des données sur la foudre, des données radars et satellites, à une fréquence bien plus élevée qu'il y a 10 ans. On a par exemple de nouveaux produits radars et satellites toutes les 5 minutes. Les capteurs de foudre envoient les données presque en temps réel, avec seulement 2 minutes d'écart. Toutes ces informations, on peut les analyser en temps réel et les fusionner grâce à de nouveaux algorithmes. Voilà comment fonctionne notre méthode. L'heure est venue pour les météorologues de faire passer un premier test grandeur nature à leur modèle de prévision immédiate. Ils vont l'utiliser dans le cadre du fonctionnement complexe de l'aéroport de Munich. Son service de contrôle aérien doit assurer la sécurité du trafic, quelle que soit la situation ou la saison. Pour eux, il est essentiel de savoir quand un orage va arriver, quelle trajectoire il va suivre et combien de temps il va durer. Nous devons éviter que le personnel préparant les avions sur le tarmac soit menacé par la foudre, mais aussi que les équipements techniques sensibles dans les avions soient endommagés. C'est pourquoi, dès qu'une cellule orageuse arrive sur nous et qu'il y a un risque de foudre au sol, il faut complètement stopper les opérations de préparation des avions.
Dans de rares cas, la décision est prise trop tard, comme ici à l'aéroport de Medellín en Colombie. Une caméra de surveillance a filmé un éclair frappant un avion en plein préparatif de décollage. Personne n'a été blessé, mais une lourde pièce de métal a été propulsée dans les airs. Les nouvelles approches scientifiques permettraient de renforcer la sécurité des aéroports. Mieux encore, plus les prévisions météo seront précises et fiables, plus ils pourront limiter la durée de fermeture. Et pour un aéroport, le temps, c'est de l'argent. Caroline Forster et Arnold Taferner ont choisi le bon jour pour tester leur programme. La modélisation qu'ils ont mise au point annonce l'arrivée d'un orage. L'occasion pour eux de faire une première prévision la plus précise possible. À l'heure actuelle, un orage violent s'est déjà formé au-dessus des Alpes. On le voit ici, tout ce complexe orageux avec de nombreux éclairs. Au cours de la dernière heure, une autre cellule orageuse s'est formée au sud du lac de Starnberg avec une direction nord-est. Si on projette ces données dans un futur proche, on peut s'attendre à ce qu'un orage touche l'aéroport dans 2h30. Au même moment, dans la tour de contrôle, les contrôleurs aériens régulent les décollages, atterrissages et déplacements sur le tarmac. Le modèle de prévision plus précis des météorologues pourrait être une source d'informations supplémentaires qui les aiderait à optimiser les phases d'atterrissage et de décollage. Les avions en approche pourraient contourner l'orage au plus court sans être contraints à un grand détour. Ces dernières années, on a constaté une forte augmentation du nombre d'orages dans le sud de l'Allemagne. Cela va sûrement continuer, même si bien sûr on ne peut pas prédire l'avenir. On remarque en tout cas que les orages arrivent de l'ouest, restent accrochés au sommet des Alpes, puis poursuivent parfois leur route vers le nord. Ce qui est sûr, c'est qu'ils restreignent notre activité sur de longues périodes. Entre-temps, le ciel s'est assombri au-dessus de l'aéroport. Le risque d'orage est devenu la principale préoccupation des contrôleurs aériens. Les deux météorologues sont impatients de savoir si leur prévision d'il y a 2h30 va se réaliser. L'orage va-t-il toucher l'aéroport au moment précis où ils l'ont prédit? Pour le moment, l'aéroport tourne encore à plein régime. Mais voilà que la pluie se fait plus forte. Les derniers avions s'alignent pour décoller avant la fermeture imminente. Et soudain, l'orage éclate. L'orage est juste au-dessus de l'aéroport, ce qui restreint fortement son activité. Tous les contrôleurs aériens sont mobilisés, plus aucun avion ne peut atterrir ou décoller pour le moment. Ils ont pu utiliser au mieux nos prévisions, pour la circulation au sol, mais aussi pour assurer la sécurité en vol. Ils ont dérouté certains avions et ont retardé des vols en provenance d'autres aéroports, puisqu'ils savaient que la situation se compliquerait à Munich. Pendant quelque temps, tout est en suspens. Les responsables de l'aéroport comptent les minutes perdues. Si le modèle des prévisionnistes était déjà exploité au quotidien, il pourrait réduire l'intervalle de fermeture. C'est un beau succès pour nous. Pour l'aéroport, c'est évidemment moins agréable. Mais on est ravis que notre modèle fonctionne, que tout se soit bien passé en conditions réelles et que notre prévision ait été aussi exacte. C'est un succès scientifique indéniable et on espère que notre programme sera un jour vraiment exploité. Retour dans l'avion cargo à destination du Brésil. À son bord, il n'y a que les deux pilotes qui sont responsables des 88 tonnes de marchandises. Le
Le bulletin météo reçu avant le décollage annonçait un temps calme et dégagé sans l'ombre d'un orage. Mais soudain, au-dessus du Maghreb, un cumulonimbus apparaît au loin. Il semble s'être formé en très peu de temps. C'est assez inattendu, puisque nos cartes météo n'indiquent pas du tout la présence d'un orage dans les parages. En plus, c'est un assez gros nuage. Je dirais qu'il fait bien 50 à 60 km de diamètre. Souvent, il suffit que l'humidité de l'air ou la température soit un peu plus élevée que prévu pour créer ce genre de cumulonimbus. Et ils peuvent donc apparaître par surprise. De jour, ce type de nuage se repère bien assez tôt et les pilotes restent à bonne distance. Le reste du temps, ils doivent s'en remettre à l'instrument de prévision le plus important à bord, le radar météo situé dans le nez de l'appareil. Ils scannent une grande partie de l'espace aérien devant l'avion pour déterminer l'humidité de l'air et les précipitations. Le radar météo a une portée de 320 000 nautiques. Mais selon la densité de la couverture nuageuse, plus la distance augmente, plus on perd en qualité. Cela dit, il reste très fiable pour les prochaines 10 à 20 minutes de vol, soit 150 à 250 km environ. En complément du radar de bord, les pilotes ont le bulletin météo reçu avant le décollage. Mais celui-ci a déjà plusieurs heures. Seule une sorte de fax permet d'obtenir des prévisions plus récentes. Les coordonnées transmises doivent ensuite être entrées à la main dans les cartes de vol électroniques. C'est assez contraignant, c'est vrai. Mais en vol, on n'a tout simplement pas d'autre moyen d'avoir une représentation visuelle des données météo. Notre radar de bord nous informe sur une courte distance. Mais pour des informations plus étendues, on a seulement ces messages avec des coordonnées qu'on doit convertir nous-mêmes en images. Une procédure qui fait perdre du temps, surtout quand des orages approchent ou se forment soudainement sur le trajet. Dans un avion de ligne qui propose l'accès à Internet, ce qui est souvent le cas sur les vols transatlantiques de la Lufthansa, les passagers peuvent trouver de meilleures prévisions météo, ou du moins plus nombreuses, que les pilotes dans le cockpit. Internet pour les passagers, fax et papier pour les pilotes. Les informations ainsi délivrées ont beau être très fiables, elles n'arrivent pas en temps réel et sous forme de cartes. Pour des raisons de sécurité, les innovations techniques ne sont déployées dans les cockpits qu'après de longues périodes de tests. Après 6 heures de vol, l'avion cargo atteint Dakar où il va faire escale. Minimum 100 50 40 30 20 10. L'atterrissage a lieu comme prévu à 21h30 heure locale. Dès le lendemain, ils poursuivront leur route vers Sao Paulo à travers la zone la plus orageuse du monde. Lufthansa Cargo 8252 left here, taxi to the gate Juliet 14. La Corse. L'île de Beauté offre des conditions idéales pour la recherche en météorologie. La proximité immédiate de la mer et de hauts massifs montagneux est parfaite pour étudier la formation des orages. Par exemple avec l'apparition soudaine de hauts cumulonimbus comme celui observé par les pilotes du vol cargo. Ulrich Korsmayer doit avoir le pied sûr quand il grimpe au mât du Kid Cube, la station mobile de mesure météo la plus moderne d'Europe. Les météorologues vont passer plusieurs semaines à collecter des données permettant d'étudier la formation d'orages à petite échelle et donc de les prévoir plus facilement. Ce serait un vrai plus pour le transport aérien. Gewitter werden
Les modèles actuels de prévision météo ne détectent les orages que de façon incomplète, donc leurs prévisions sont insuffisantes. C'est dû à la résolution des modèles, dont les mailles font 3, 10 ou 50 km selon les programmes. Les petites cellules convectives, qui donnent des orages assez localisés, sont plus petites que les mailles. Du coup, elles passent inaperçues. Elles ne sont pas prises en compte par ces modèles de simulation sur lesquels les prévisions météo se basent. La précieuse station de l'Institut de technologie de Karlsruhe, qui vaut 10 millions d'euros, mesure entre autres l'influence du rayonnement solaire, de l'évaporation, de la vitesse du vent et de ses courants sur l'air près du sol. Pour prendre de l'altitude, les chercheurs utilisent des ballons où sont accrochées de petites sondes transmettant les mesures par radio à la station. L'originalité de leur approche ? Combiner ces méthodes classiques avec des systèmes de mesure à distance comme les radars ou les lidars. Le lidar est un capteur qui n'utilise pas les ondes radio pour étudier l'atmosphère, mais un faisceau laser. Grâce à tout cela, la station KitCube peut sonder l'air à sa verticale jusqu'à 10 km d'altitude pour représenter graphiquement les formations nuageuses et les turbulences invisibles à l'œil nu. La station de mesure est installée au pied du massif corse, dont les flancs empêchent l'air réchauffé par le soleil de s'échapper. Il est donc forcé de s'élever, transportant de l'humidité en altitude jusqu'à ce qu'elle commence à se condenser. Un processus qui est souvent la genèse d'un orage soudain. La condensation de l'eau dégage de l'énergie. Celle-ci génère d'autres courants ascendants, ce qui crée des turbulences. Tous ces phénomènes ont lieu dans la couche limite planétaire, la partie de l'atmosphère la plus proche du globe qui s'élève jusqu'à 2 km d'altitude. Les turbulences invisibles sont à la fois un danger pour les avions et un facteur favorisant le développement d'un orage. Elles intéressent donc fortement les scientifiques, même lorsque le temps semble au beau fixe. Pour mieux étudier les turbulences, l'équipe scientifique procède à des vols de mesure. Cet avion à hélice spécialement équipé peut relever et transmettre des données tous les 65 cm. L'aéronef va d'abord traverser la couche limite planétaire en vol ascendant. Dans cette zone où des masses d'air froid et sec rencontrent l'air chaud et humide venant de la mer, les turbulences sont très fortes. Nous sommes dans la couche limite planétaire où il y a beaucoup de turbulences, comme vous le constatez puisqu'il est assez difficile de filmer. On le voit aussi à l'amplitude des rafales verticales, qui atteignent 3 mètres, voire 3,50 m par seconde. L'avion n'arrête pas de monter et descendre à cause des turbulences. Une fois en surplomb de la station de mesure, l'avion entame une spirale vers le haut, jusqu'à 3200 mètres d'altitude. Là, il atteint une sorte de zone tampon au sein de l'atmosphère. Pendant le vol, les scientifiques mesurent en permanence l'intensité des turbulences et le changement de température de l'air. Voilà le profil vertical de la température extérieure. On voit clairement que plus on monte, plus la température diminue, jusqu'à une altitude de 1900 mètres environ. Ensuite, si on continue à monter, la température se remet à augmenter légèrement. C'est l'une des barrières qui empêche que les mouvements de convection se poursuivent sans fin vers le haut. Ce phénomène de barrière est dû à l'inversion des températures. Dans certaines conditions météo, une couche d'air chaud empêche l'air plus froid proche du sol de monter. Mais quand les turbulences dans la couche limite planétaire sont assez fortes, elles peuvent faire de grands trous dans cette zone tampon.
On observe alors la formation soudaine et ultra rapide de nuages très hauts, qui n'atteignent plus seulement 2000 ou 2200 mètres d'altitude comme en temps normal. En l'espace de 15 à 30 minutes, ces cumulonimbus peuvent atteindre 10 ou 12 km d'altitude et donner ensuite naissance à un orage. Les turbulences qui secouent tant les avions peuvent donc avoir une utilité. Servir d'indicateur pour prévoir au plus tôt la formation d'un orage très localisé. Dans la zone couverte par la station, en mesurant la force des turbulences, les scientifiques allemands peuvent déterminer où l'orage va se former à quelques mètres près. La méthode est encore trop complexe pour une utilisation pratique, mais l'équipe espère que d'ici quelques années, elle permettra d'améliorer sensiblement la fiabilité des prévisions pour ce type d'orage. Aéroport de Dakar, 1h du matin. Après une journée de repos, les pilotes de l'avion cargo vont poursuivre leur route vers Sao Paulo, par-dessus l'Atlantique. À la différence de la Corse, la route qu'ils vont prendre est souvent le siège de vastes complexes orageux. Lors du briefing météo obligatoire avant le vol, ils reçoivent les dernières prévisions pour la zone de convergence intertropicale. Ils vont devoir traverser de nuit le fameux poteau noir. C'est dans cette région que le soleil tape le plus fort. Il y a donc une importante évaporation de l'eau de mer. Ça donne ces immenses nuages orageux facilement repérables, du moins le jour. Ils peuvent être aussi hauts qu'un avion ne peut pas voler au-dessus. Il doit les contourner à distance ou chercher une trouée dans laquelle se faufiler. Les orages sont si nombreux dans la zone de convergence intertropicale que les détours et les manœuvres d'évitement ne sont pas rares. Il est donc essentiel de prévoir assez de carburant à bord. Grâce au bulletin météo, les pilotes calculent la quantité adéquate à embarquer. Il arrive que la zone d'intempéries soit si vaste qu'elle touche plusieurs aéroports. Mais en général, c'est prévisible suffisamment à l'avance. Donc on embarque assez de carburant pour faire face à une telle situation et pouvoir rejoindre des aéroports plus éloignés. Peu après avoir quitté le continent africain, pendant la montée, le radar météo de bord signale déjà les premiers cumulonimbus. Les pilotes amorcent une manœuvre d'évitement. On sent déjà que ça commence à secouer un peu. On devrait bientôt avoir de la pluie sur les vitres du cockpit. Perdu dans le Midwest américain, un petit aéroport. Ici, on ne cherche pas à éviter les orages, bien au contraire. On les traque pour s'en approcher au maximum. Des scientifiques de la NASA et d'universités américaines veulent comprendre l'effet des orages sur l'atmosphère terrestre. Pour les aider, le Centre allemand pour l'aéronautique et l'aérospatiale a mis un avion spécial à leur disposition. Tandis qu'en Corse, leurs collègues étudient la formation des orages, ces météorologues s'intéressent aux réactions chimiques ainsi déclenchées dans l'air. Celles-ci ont une influence cruciale sur la fréquence et l'intensité des orages. Avec la pollution mondiale et le réchauffement climatique, c'est un facteur essentiel pour les prévisions météo dans les années à venir. Avant le décollage, le physicien Andreas Minikin et la météorologue Heidi Untriser vérifient les instruments de mesure. Ce spectromètre ultra perfectionné peut détecter les composants invisibles de l'air. Les minuscules particules réfléchissent un rayon laser et sont ainsi identifiées. Pour repérer jusqu'à la plus petite particule, il faut différents amplificateurs dans nos instruments. Cet appareil de mesure est un spectromètre laser pour aérosols, dont le principe permet de mesurer même la plus infime des particules. Les autres instruments détectent les particules plus grosses, telles que les gouttes d'eau et les cristaux de glace.
Dans l'avion de recherche, un Falcon 20E, les différents instruments de mesure sont vérifiés et étalonnés jusqu'au décollage. Ils serviront à mesurer les taux d'oxyde d'azote et d'ozone à proximité d'un orage. Dans la troposphère supérieure, l'ozone agit comme gaz à effet de serre. Environ un tiers, disons entre 30 à 40% de cet ozone produit à haute altitude, provient des oxydes d'azote dégagés par les orages. Voilà pourquoi on s'y intéresse, parce que les orages influencent fortement le taux d'ozone à cette altitude. À cela s'ajoutent les grandes quantités d'oxyde d'azote rejetées par les automobiles que les orages aspirent ensuite jusqu'à haute altitude. Là, ils se mêlent à ceux produits par la foudre et viennent encore augmenter le taux d'ozone. Un processus qui accentue le réchauffement climatique et pourrait augmenter la fréquence des phénomènes météo dangereux et par conséquent les risques pour le transport aérien. Au sol, toute l'équipe est prête. Le Falcon est paré pour son ascension à plus de 10 000 mètres d'altitude. Les 3 avions de recherche décollent ensemble en direction de l'orage qui approche. Ils devront le côtoyer au plus près pour que leurs instruments de mesure puissent correctement analyser l'air et les réactions chimiques qui s'y déroulent. À 400 km de là, dans le ciel du Colorado, un vaste système nuageux s'est formé. Les masses d'air chaud entraînent une forte ascendance thermique. Les 3 avions vont effectuer des manœuvres différentes. Le gros DC-8 va voler sous le cumulonimbus afin d'étudier les masses d'air ascendantes. Les 2 autres appareils, eux, vont tourner autour de l'enclume de l'orage pour mesurer le flux d'air sortant de la cellule et s'approcher au maximum de son cœur. Les 3 avions mettent le cap sur leur cible. À bord du Falcon, le calme et la concentration règnent. Pour le moment, tous les instruments de mesure fonctionnent parfaitement. Au même moment, au centre de coordination de l'aéroport, les météorologues restent en contact par liaison satellite avec leurs collègues à bord des avions. Ils les guident jusqu'aux zones d'études repérées sur les cartes météo. Heidi Unheiser est responsable de l'avion de recherche allemand. Les routes des 3 appareils sont transmises en temps réel sous forme de lignes colorées. Le front orageux qu'ils vont aborder est très actif. Les signes moins désignent les éclairs chargés négativement et les plus ceux chargés positivement. Ce sont tous des éclairs nuages-sol qui s'étendent sur une grande hauteur. Grâce aux couleurs, on peut savoir que dans ces zones rouges et roses, par exemple, il tombe de la grêle. On vient d'ailleurs de recevoir des rapports annonçant des grêlons de presque 5 cm. Au sol du Colorado, l'orage supercellulaire se fait durement ressentir. On apprendra plus tard qu'il a généré plus de 10 tornades et que de violentes chutes de grêle ont fait d'importants dégâts matériels. Dans les nuages, à 10 000 mètres d'altitude, au premier abord, les choses semblent plus calmes. Le Falcon allemand fait le tour de l'enclume d'une supercellule. Mais les cristaux de glace s'accumulant sur les hublots montrent que l'avion s'aventure très près du cœur de l'orage. À l'aéroport, Heidi Unheiser est en contact avec l'équipage. Les avis divergent sur la route à suivre. Et soudain, une frayeur. Un éclair a touché le Falcon. L'avion aurait été frappé par la foudre. L'équipage racontera plus tard avoir vu un éclair devant le cockpit. La foudre est dangereuse pour les équipements de mesure très sensibles, sans compter que la visibilité se détériore. Par mesure de sécurité, le vol est interrompu. L'avion rentre à la base, suivi des autres appareils.
Pour nous, la situation était assez confuse parce qu'il s'agissait d'une série d'orages. Dans le flux d'air sortant du complexe orageux, là où se forment les cirrus constitués de cristaux de glace, la visibilité était mauvaise. On a aussi vu un éclair juste devant l'avion. Il devenait trop risqué de poursuivre. Alors on a fait demi-tour. Le Falcon semble n'avoir subi aucun dommage. L'éclair a sûrement frappé juste devant le nez de l'avion. Les données récoltées par les chercheurs allemands et américains viennent alimenter un modèle complexe de prévision du climat pour les années à venir. Et celui-ci annonce un cercle vicieux. Ce qu'on prévoit pour l'avenir à partir des modèles climatiques, c'est qu'il y aura plus d'orages, avec plus d'éclairs. On peut donc s'attendre à ce que dans la troposphère supérieure, à environ 10 km d'altitude, le taux d'ozone augmente. Comme c'est un gaz à effet de serre, cela signifierait que le réchauffement serait accentué avec des températures encore plus élevées que ce qu'on prévoyait jusqu'à maintenant. Un phénomène qui s'auto-alimenterait et menacerait l'équilibre du climat, avec le risque que les orages, même s'ils ne sont pas plus fréquents, deviennent plus violents. Cette menace croissante pour le trafic aérien doit être compensée par des bulletins météo plus précis. Les chercheurs du monde entier doivent aller toujours plus loin et plus haut pour mieux estimer l'évolution du climat. Et les pilotes, déjà très sollicités, devront apprendre à faire face à des orages encore plus violents. Retour dans l'avion cargo qui a atteint une zone orageuse au milieu de l'océan entre l'Afrique et l'Amérique du Sud. Dans le cockpit, le commandant Schaude actionne le chauffage des turbines, des ailes et de l'empennage pour éviter qu'ils ne givrent. Et une fois de plus, les pilotes doivent modifier leur route. On voit bien quelles conditions nous attendent avec cet ensemble d'orages isolés. On aurait deux possibilités. Là, on voit une trouée sur la droite, mais qui est assez petite. La flèche en haut à gauche indique la direction du vent, ce qui signifie que les nuages partent vers la droite. La seule solution, c'est donc de contourner l'orage par la gauche sur environ 80 000 nautiques, soit un détour de 120 à 130 km qui va nous prendre 8 à 10 minutes. L'avion cargo ne peut pas survoler l'orage, car il est trop lourd pour dépasser les 50 000 pieds. Or, les orages dans cette zone peuvent atteindre cette altitude de 15 km et se succèdent souvent les uns aux autres. Le problème avec le radar météo, c'est qu'on voit bien les nuages juste devant nous, mais moins bien ce qui vient après. On ne sait donc pas exactement ce qui nous attend. On pourrait tenter de passer par la trouée, mais avec un peu de malchance, une autre série d'orages nous attendrait derrière. Ce serait un mauvais plan. C'est plus sûr de tout contourner par la gauche. Une autre surprise attend les pilotes. Des feux de Saint-Elme juste devant le cockpit. C'est un phénomène lumineux rare causé par le champ électrique à proximité des orages. Quand il apparaît, il y a un risque immédiat d'être frappé par la foudre. Quelques minutes plus tard, les feux ont disparu. L'appareil vole à l'écart de l'orage en toute sécurité. En 2009, c'est dans cette zone qu'a eu lieu la plus grosse catastrophe aérienne de ces dernières années. Le vol Rio-Paris d'Air France s'est abîmé dans l'océan. Les 228 occupants de l'appareil sont morts. La cause du crash est longtemps restée inconnue. À l'époque, l'aéronef s'est engagé droit dans un vaste front orageux dont les pilotes ne pouvaient pas connaître l'ampleur avec leur seul radar de bord. Quand la boîte noire a pu être récupérée, les enquêteurs ont déterminé que les sondes Pitot mesurant la vitesse, dont la défaillance était déjà connue, avaient givré et donné de fausses informations. L'équipage a ensuite commis de graves erreurs de pilotage. Le givre est l'un des principaux dangers au sein d'un orage. Avec le givre, nos instruments n'indiquent plus la bonne vitesse ou l'altitude exacte.
On ne peut plus du tout s'y fier et on a un intervalle de temps très court pour s'en rendre compte et désengager le pilote automatique. Les pilotes ont sûrement fait l'erreur de s'en apercevoir trop tard, alors que l'avion s'était déjà mis tout seul dans une position qu'il ne pouvait plus corriger. Les conditions météo lors de l'accident du vol Rio-Paris ont aussi été analysées par les deux météorologues allemands, avec leur nouveau modèle de prévision. Un cas d'étude intéressant pour eux, puisque leur objectif final est de transmettre les prévisions aux pilotes en vol par un simple envoi de données. Ce cercle jaune correspond à ce que le pilote pouvait voir sur son radar de bord. C'était peut-être un peu plus étendu, mais on remarque bien qu'à ce moment-là, les pilotes ne pouvaient pas savoir vers quoi ils se dirigeaient. Voici la position de l'avion une demi-heure plus tard. D'après les rapports, on sait qu'ils sont entrés dans ce cumulonimbus. Voilà pourquoi on pense qu'il serait important qu'en vol aussi, les pilotes aient un maximum d'informations météo pour pouvoir agir en conséquence. C'est la prochaine étape visée. Des prévisions précises et à court terme concernant les orages, non seulement disponibles au sol, mais aussi dans les cockpits, sous une forme simplifiée et quasiment en temps réel. Nous sommes convaincus de l'utilité pour toutes les personnes concernées d'avoir les mêmes informations météo sous la même forme. Ce serait un avantage que le préparateur de vol ne soit pas le seul à avoir ces informations, mais aussi les contrôleurs aériens, au sol, sur leur radar, et les pilotes, dans les cockpits. En ayant tous les mêmes données, on pourrait prendre ensemble les bonnes décisions, de façon efficace et rapide. Mais un bulletin météo uniformisé, disponible à la fois au sol et dans les airs, est encore loin d'exister. Même s'il pourrait permettre de réduire le temps de vol et donc de faire d'importantes économies. Pour affronter les orages et les intempéries, les compagnies aériennes continuent à se fier aux procédures actuelles. Ilias Maragakis est analyste à l'Agence européenne de la sécurité aérienne. Pour lui, avant d'installer un canal d'information météo en continu dans les avions, il faut s'assurer qu'il soit parfaitement fiable. Pour installer un nouvel équipement dans un avion, il faut être certain qu'il fonctionne aussi bien que tous les autres systèmes. Dans un cockpit aujourd'hui, les écrans des pilotes ne sont pas les mêmes que ceux d'un consommateur lambda. Il faut que ce soit une technologie à la fois très avancée, mais aussi très robuste. Les prévisionnistes allemands ont déjà entamé la deuxième phase de test. Une entreprise française a conçu un prototype utilisant leur nouveau modèle de prévision. Une tablette tactile qui reçoit les données météo presque en temps réel, par satellite. Elle sera bientôt testée en conditions d'exploitation normale dans plusieurs avions. La tablette doit aider les pilotes à prendre des décisions rapides s'ils doivent modifier leur route sans les surcharger d'informations. On a voulu rendre ces informations accessibles aux pilotes de façon simple. On a donc choisi de ne représenter que les contours des zones dangereuses. On fournit ainsi aux pilotes une information visible d'un coup d'œil sous forme d'un polygone, ou plutôt d'une figure géométrique. Ça ne coûte presque rien de transmettre ça par satellite, parce que ce n'est qu'une petite quantité de données, pourtant riche en informations. Il faudra mener des tests pendant encore plusieurs années avant que ce prototype soit vraiment exploitable. D'ici là, les pilotes devront continuer à entrer à la main les informations météo actualisées dans leurs instruments de bord. 100, 50, 40, 30, 20, 10. Une longue nuit de travail touche à sa fin.
À 5 heures du matin, heure locale, l'avion cargo allemand atterrit à Sao Paulo après 6 heures au-dessus de l'Atlantique. Ils ont évité avec succès les orages le long de l'équateur, même sans information météo actualisée à bord. Les pilotes savent pourtant qu'ils sont à la traîne et qu'il existe des technologies de prévision météo plus innovantes et plus fiables. J'aimerais que dans les petits coucous, aussi bien que dans les gros avions commerciaux, on puisse recevoir en temps réel des images satellites et des cartes d'analyse actualisées concernant les orages, afin de pouvoir réagir sans délai. Actuellement, on a des cartes établies avant le décollage et les informations de notre radar de bord. Mais elles n'offrent qu'une vue d'ensemble très vague avec un horizon très limité. Si on pouvait repérer les zones d'intempéries sur une grande distance, à l'aide d'images satellites ou d'autres cartes d'analyse, ce serait très utile lors de la préparation des vols. La science peut rendre le transport aérien plus sûr. Les découvertes faites aujourd'hui aideront sûrement à améliorer encore les modèles de prévision pour repérer plus tôt les phénomènes dangereux et évaluer leurs risques. Mais les pilotes n'en oublieront pas pour autant de respecter les forces de la nature. La consigne restera « éviter à tout prix les orages ».